Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, merci d'être venus nombreux ce matin pour la présentation du rapport de la commission d'enquête sur les filières djihadistes. Cette commission d'enquête a débuté par une demande le 4 juin dernier, donc très antérieurement aux événements. La commission des lois du Sénat a adopté ce principe d'une commission d'enquête le 17 juillet. Puis, nous avons commencé à travailler après le renouvellement du Sénat au mois d'octobre pour arriver au rapport final d'aujourd'hui. Alors, à titre liminaire, je voudrais d'abord vraiment remercier nos collaborateurs qui ont fait un travail absolument formidable, qui ont été présents à la fois en commission, mais aussi lors des déplacements. Je voudrais vraiment leur tirer mon chapeau pour le travail consciencieux qu'ils ont fait dans des conditions parfois pas faciles, parce que c'est vrai que le sujet était un peu délicat. C'est vrai que la commission d'emblée a choisi de travailler à huis clos, ce qui a aussi conduit à un certain nombre de frustrations pour tout le monde. C'est vrai aussi que nous sommes dans des conditions difficiles pour rendre ce rapport pour une raison assez simple, c'est qu'entre le mois de juin, le mois de juillet et le mois d'octobre, l'été a été très meurtrier. On a eu cette série de décapitations, cet élan de foreign fighters qui est devenu un vrai sujet quasiment quotidien dans nos journaux. On a eu en novembre la loi sur l'antiterrorisme, le 13 novembre, qui a aussi quelque part siphonné le cœur de ce qu'on était en train de faire. Ensuite, il y a eu Charlie et les mesures qui ont suivi, c'est-à-dire que ce qu'on demandait depuis le départ et ce qui figure dans la demande de commission d'enquête, c'est-à-dire plus de moyens et plus d'hommes au service de la lutte antiterroriste et de la lutte anti-djihadiste, est devenu une réalité au fur et à mesure du calendrier, faisant ainsi en sorte que les propositions que nous aurions pu faire ou que les propositions que nous étions en train de formuler se sont étalées évidemment dans les journaux et sont devenues des éléments publics du débat public puisque portés par le gouvernement. Donc on est dans une situation où vous allez voir tout à l'heure dans les 110 propositions que va présenter le rapporteur, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en pratique parce qu'effectivement entre le moment où on a commencé à travailler et aujourd'hui, le gouvernement a évidemment agi en fonction des événements et des impératifs. Donc il est très probable que de ce point de vue-là, un certain nombre de nos propositions vous semblent inadaptées ou vous semblent périmées, mais ça c'est le lot du calendrier en même temps de la façon dont nous avons travaillé. Alors, vu l'ampleur du phénomène, nous avons entendu énormément de personnes lors de ces auditions. Nous avons aussi effectué un certain nombre de déplacements en Turquie, à Bruxelles, aux États-Unis, où nous avons eu vraiment une mission tout à fait exceptionnelle, puisque nous avons rencontré Paul Brennan pendant 30 minutes. Je crois que c'est la première fois qu'il recevait des parlementaires français. Et pour tout vous dire, pour nous faire des compliments. Donc c'était plutôt agréable sur la coopération entre la France et les États-Unis. Et donc là, vous trouverez dans ce dossier évidemment la dimension internationale, puisque ce conflit est évidemment international et ne trouvera sa solution qu'avec une solution internationale. Un certain nombre de points ont donc été évoqués. Il y a énormément de propositions techniques, le rapporteur vous en parlera dans une minute. Et puis, un certain nombre de propositions politiques ont fait l'objet de très nombreux amendements que vous trouverez également dans ce rapport et qui n'ont pas été retenus. À tel point, finalement, que le coprésident André Reichardt et moi-même avons décidé de joindre au rapport une note divergente, c'est comme ça que ça s'appelle, qui présente un certain nombre de propositions qui auraient pu figurer au rapport, mais qui n'y figurent pas. Donc, je vais donner la parole au coprésident, puis au rapporteur pour à peu près 20 minutes. Et ensuite, vous aurez la parole. Vous êtes là très nombreux et nous sommes là pour répondre à vos questions. Donc, je vais passer la parole à André Reichardt, qui est coprésident UMP de cette commission. Oui, merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, quelques mots simplement pour compléter ce que vient de dire Nathalie Goulet, et avant, naturellement, de passer la parole à notre rapporteur Jean-Pierre Sueur. Je voudrais, moi, juste insister sur 2-3 points. Le premier point, c'est que vraiment, ce rapport, ainsi que vous allez le voir,
fait un diagnostic sans concession de la situation actuelle. Vous avez d'ailleurs une synthèse de ce rapport ici, dont va vous parler le rapporteur dans quelques instants, mais quand je dis sans concession, quelques mots juste pour vous l'indiquer, c'est les titres de ce document de synthèse, un dispositif de renseignement perfectible, des doutes sur la capacité du système judiciaire et pénitentiaire à prendre en charge le phénomène, un djihad médiatique difficile à endiguer, les angles morts de la coopération internationale, vraiment sans concession. Ce diagnostic fait clairement apparaître qu'il y a dans le dispositif de lutte contre le terrorisme des trous dans la raquette, comme on dit communément, et ces trous doivent être considérés comme autant de pistes d'amélioration du dispositif de lutte. 110 propositions, le rapporteur vous l'indiquait, sont présentées par le rapporteur, ce qui montre que vraiment nous avons essayé de faire, comme on dit, le tour de la boule. Pour autant, je voudrais insister sur un deuxième point, à savoir que ces 110 propositions, certes d'importance diverse, constituent une stratégie globale, vraiment, de lutte contre le terrorisme. Et il est difficile de prioriser, à mon sens, cela. Diverses dispositions, il faut quand même le dire, ont déjà été prises à cet égard par le gouvernement. La loi de novembre 2014, un projet de loi sur le renseignement, comme vous savez, est en cours d'examen au Parlement. Vous avez certainement noté aussi, comme l'a rappelé à l'instant Madame la Présidente Nathalie Goulet, que aussi sur le plan européen, un engagement du Conseil des ministres de l'Intérieur, des engagements ont déjà été pris. Donc ceci mérite d'être salué, mais beaucoup d'autres efforts doivent encore être faits. C'est vraiment l'objet de la très très grande majorité de ces propositions. Enfin, je voudrais, moi, insister sur un dernier point, à savoir que ce rapport a quand même, je ne sais pas du tout si c'est habituel, je regarde les plus anciens comme moi, et notamment Jean-Pierre Sueur et Nathalie Goulet, je ne sais pas si c'est, plus anciens que moi, voilà. Je ne sais pas si c'est habituel, mais voici un rapport de commission d'enquête qui a été adopté à l'unanimité de ses membres. Je voudrais quand même le dire, c'est quand même a priori pas banal s'agissant d'une commission d'enquête qui naturellement est transcourant politique, et cette unanimité paraît important. Pour autant, des contributions complémentaires peu nombreuses, hein, elles sont au nombre de 3, figurent en annexe. Elles portent, pour certaines d'entre elles, sur des points qui figurent dans le rapport, mais qui auraient peut-être mérité un plus grand développement, notamment tout ce qui touche c'est le cas, je crois, du groupe CRC, hein, qui touche sur la prévention de la radicalisation, qui a été abordée, mais de l'avis du CRC, peut-être pas suffisamment. Et d'autre part, comme vient de le dire Madame Goulet, certaines contributions, dont celle de l'UMP, respectivement UDI, portent sur une approche plus politique du dossier, avec des propositions relatives au contexte général dans lequel figure cette problématique de la lutte contre le terrorisme. Vous aurez ça dans le rapport que vous trouverez naturellement, voilà, page 311 et suivant. Approche plus politique sur un contexte plus général qui concerne la réforme de l'organisation de l'islam de France, l'ouverture d'une réflexion sur des statistiques ethniques et religieuses, la modification de la loi informatique et liberté pour en préciser le périmètre. Voilà, donc je répète, unanimité avec quelques contributions peu nombreuses. Voilà, je me limiterai à mettre l'accent sur ces 2-3 éléments et je passe volontiers la parole à monsieur le rapporteur. Merci. Donc le rapporteur a la parole pour 20 minutes. C'est un exercice qui va être de synthèse difficile, encore une fois. Vous allez m'aider ? Absolument. Bon. Alors, merci, cher coprésident, pour vos propos. Merci à vous tous et vous toutes d'être venus ce matin.
Et merci, je joins mes remerciements aussi pour les collègues, 21 membres de la commission qui, je dois le dire, n'ont pas ménagé leur peine et leur temps. Parce que dans le Sénat, comme dans l'Assemblée nationale, chaque groupe peut solliciter chaque année une commission d'enquête parlementaire. Mais ce n'est pas tout à fait simple de se mobiliser autant que vous l'avez fait, mes chers collègues, pour la commission d'enquête, tout en exerçant le reste du travail du Sénat, les commissions qui ont lieu tout le temps, etc. Alors, je remercie aussi, bien sûr, nos administrateurs qui ont beaucoup travaillé. Bien. Alors, si vous voulez, comme on m'a demandé de ne pas détailler les 110 propositions dont vous avez que vous trouvez dans le rapport, je vais commencer par certains constats. Et je vais commencer par quelques chiffres. Au 9 mars 2015, il y avait 1432 ressortissants français partis vers les zones de combat syro-irakiennes. Donc 1432. Ce qui est, on n'a pas la magie des chiffres, mais quand même, 84% de plus qu'au 1er janvier 2014. C'est-à-dire en 1 an et 3 mois, ça a doublé, presque doublé. Les Français qui sont aujourd'hui dans Daesh, dans le système, représentent 47% des Européens. Les Européens sont évalués, recensés au nombre de 3000. Et quand je dis sont recensés, je ne parle que des personnes qui ont été recensées. Il y a certainement un certain nombre d'autres personnes qui ne l'ont pas été. Dans la DGSI suit actuellement en France 3000 personnes, dont 1432 sont aujourd'hui directement impliquées par la filière syrienne. Je signale qu'en novembre 2004, la DGSI en suivait 1100, c'est-à-dire que ça a augmenté de 24% en 5 mois. Le CNAPR, j'ai pris une fiche parce qu'il y a beaucoup d'initiales, parfois un peu complexes, c'est le centre, beaucoup de sigles, oui. Le Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation a reçu le signalement par les gens qui peuvent téléphoner de 1608 personnes fin 2014. En avril, c'est-à-dire aujourd'hui, on en est à 3246, c'est-à-dire que ça a augmenté de 116% en 3 mois. Dans les préfectures, nous avons pu recenser 49 cellules de veille. Et les préfectures, dans ces 49 cellules, et d'ailleurs nous allons demander qu'il n'en ait pas 49 mais 101, dans les préfectures, il y a 1673 personnes qui ont été détectées fin 2014. La plateforme Pharos, qui détecte les signalements, a détecté 1664 contenus djihadistes illicites. Le nombre de personnes, au regard de ces chiffres, le nombre de personnes affectées à la recherche du financement du terrorisme sur Tracfin est de l'ordre de 10 à 15 dans les effectifs de Tracfin. Il y a 152 islamistes radicaux qui sont incarcérés en France sous l'incrimination d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. 22 seulement avaient effectué un séjour préalable en prison. Quand je dis qu'il y a aujourd'hui 152 islamistes radicaux incarcérés en France sous l'incrimination d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, je rappelle qu'il y a des personnes qui sont également radicalisées ou en voie de radicalisation dans les prisons, mais qui ont été incarcérées sous d'autres incriminations. Au regard de cela,
il y a 8 juges d'instruction antiterroristes et 8 magistrats à la section antiterroriste du parquet de Paris. Le renseignement pénitentiaire, le bureau du renseignement pénitentiaire, qui est chargé spécifiquement de suivre les détenus qui posent des problèmes à cet égard, est constitué au niveau national de 13 personnes. 13. Et 9 référents interrégionaux. Nous sommes allés à la prison de Fleury-Mérogis, qui est la plus grande d'Europe. Et nous avons demandé à voir le bureau du renseignement. Il y a un fonctionnaire. Et un gardien qui, sans avoir une formation particulière, l'assiste. Il y a à Paris un juge d'application des peines pour l'ensemble des condamnés au titre du terrorisme. Ce juge de l'application des peines a en charge 190 condamnés et a pris durant l'année 2014 487 décisions. Une personne. Encore un chiffre. Les aumôniers dans les prisons. Il y a dans les prisons françaises 681 aumôniers catholiques. Il y a 345 aumôniers protestants. Il y a 182 aumôniers musulmans. Bien entendu, ça ne correspond pas au public hébergé, si je puis dire, dans les prisons. J'arrête là pour les chiffres, parce que si vous lisez le rapport, vous en trouverez beaucoup d'autres. Mais je veux ainsi fixer le tableau des constats qui ont été faits par notre commission d'environ 100 ou 150 pages du rapport, et qui montrent quoi? Qui montrent que le phénomène de la radicalisation liée à Daesh, à la Syrie, à l'Irak, etc., est un phénomène qui se développe. Et qui se développe vite. Et par conséquent, notre rapport, s'il peut avoir une utilité, c'est d'abord pour montrer que le gouvernement a certes eu tout à fait raison de prendre toutes les mesures que Nathalie Goulet a rappelées. Il fallait le faire, et à la suite des attentats de Charlie, personne n'aurait compris qu'il n'y ait pas des décisions rapides de prise. Mais certains ont l'air de penser que, après tout, c'est une crise qui a eu lieu et que dans quelques semaines ou dans quelques mois, on n'en parlera plus, ce sera réglé. Malheureusement, il ne faut pas se bercer d'illusions. Le mal est profond et il se développe. Par conséquent, notre rapport, qu'est-ce qu'il fait? Il fait deux choses, finalement. Premièrement, il apporte beaucoup de mesures précises, ciblées, techniques. Il demande plus de moyens, assurément, dans un certain nombre de domaines. Et pourquoi? Parce que nous pensons que la situation est grave, qu'il y a une gravité de cette situation, et que par rapport à celle-ci, il serait irresponsable de ne pas multiplier les efforts. Et comme notre rapport, nous avons beaucoup statué sur le titre, et je pense que nous avons choisi avec un large accord, filière large, oui, bon, ça va, filière djihadiste. Alors, pour une réponse globale et sans faiblesse. Sans faiblesse, ça veut dire qu'il faut que la République, elle accomplisse sa mission et qu'elle l'accomplisse avec détermination. Et le fait que des parlementaires, des sénateurs, 21 sénateurs, représentant les 6 groupes du Sénat, disent cela, pour nous, c'est quelque chose d'important qui nous engage. Et deuxièmement, une réponse globale, ça veut dire qu'il n'y a pas des solutions toutes faites, un facteur sur auquel on se contenterait de répondre, un bouton sur lequel il faudrait appuyer, non. De la prévention à la répression, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Alors, je vais vous présenter maintenant les propositions. Vous voyez qu'on a déjà déblayé 150 pages. Bon, alors on va essayer de garder le temps. Non, pas tout à fait. Bon, alors,
Pour ce qui est maintenant des propositions, cela a été dit déjà, elles ont été adoptées à l'unanimité. Et bien sûr, il y a des amendements qui n'ont pas été adoptés, comme dans toute procédure au Sénat et au Parlement. Mais moi, j'insisterai sur le fait qu'on s'est mis d'accord sur beaucoup de choses essentielles. Bon, d'ailleurs, chacun peut en juger, puisque nous avons dans le rapport le compte-rendu de notre réunion de commission, au cours de laquelle on a examiné tous les amendements qui ont été présentés. Alors, premier volet, la prévention. Bon, 13 propositions. Alors, les propositions, hein, elles sont page 15, je crois. J'espère ne pas dire de bêtises. Page 15. Et elles sont ensuite reprises dans le rapport encadré. Vous voyez, chaque proposition précédée de l'explication. Premièrement, il faut former au phénomène et à la lutte contre la radicalisation l'ensemble des intervenants sur le terrain, enseignants, travailleurs sociaux, personnel de la justice, services publics de l'État, etc. Il faut, d'autre part, redoubler d'efforts par rapport au signalement, au fait qu'un citoyen, alors certains disent il y a la délation, non, il n'y a pas la délation. Un citoyen a légitimité à apporter des informations quand un être humain est en danger. Donc, il y a une plateforme qui est la plateforme du CNAPR, dont j'ai déjà dit tout à l'heure, il ne faut surtout pas que je perde le papier, Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation, qui est à Paris, qui est place Beauvau, que nous avons été visiter. Nous proposons qu'elle ne soit plus place Beauvau. Nous avons un grand respect pour le ministère de l'Intérieur, infini. Mais les gens ne téléphonent pas forcément de la même manière à la police, qui téléphonerait une plateforme qui serait interministérielle et qui serait située en un autre lieu. Donc c'est une proposition du rapport. D'autre part, cette plateforme, qui est gérée par des réservistes de la police, qui se donnent beaucoup de mal, elle est ouverte de 9h à 18h du lundi au vendredi. Pour nous, c'est largement insuffisant. Il faut qu'on puisse téléphoner 24 heures sur 24. Parce que si, après 6 heures, vous téléphonez, vous tombez sur le disque, là, à taper 1, etc. Bon. Nous voulons qu'il y ait des veilles sur le sujet de la radicalisation djihadiste et terroriste dans toutes les préfectures. Nous avons recensé 49. Il faut qu'il y en ait 101. C'est une proposition très concrète. D'autre part, nous voulons, parce que nous avons reçu des maires qui ont été confrontés, je pense à monsieur le maire de Lunel, par exemple, où il y a eu 5 personnes qui sont partis là-bas. Nous voulons que les cellules des préfectures travaillent en lien étroit avec les maires, c'est-à-dire que la première personne qui soit prévenue, ce soit le maire, quand il y a détection, etc. Nous voulons qu'il y ait un référent pour chaque personne signalée ou recensée. Parce qu'il y a une différence entre dire oui, nous faisons une réunion dans les préfectures où il y a 15-20 personnes autour de la table, la police, la gendarmerie, les services sociaux, la justice. Bon, il y a beaucoup de réunions comme ça. Mais qui suit cette personne dans ce village, dans ce quartier? Nous voulons des référents qui soient pour chaque personne. Travailleurs sociaux, enseignants, éducateurs, membres de la justice, de la police, de la gendarmerie, mais qu'il y ait un vrai référent. Nous voulons aussi développer, alors pour la prévention, évidemment, l'enseignement laïque du fait religieux. Ça a été annoncé par la ministre de l'Éducation nationale, mais nous le reprenons à 100% à notre compte. C'est très important. De même que nous reprenons à notre compte la nécessité à l'école, très tôt, d'apprendre l'esprit critique à l'égard d'Internet. C'est-à-dire que l'on ne prenne pas, que l'on ne gobe pas tout ce qui vient sur Internet, puisque l'un des principaux facteurs de la radicalisation, c'est l'Internet. Enfin, toujours dans la première partie, nous sommes pour la construction de grilles qui permettent de détecter la radicalisation. Mais il est précisé dans la proposition que nous sommes très attentifs à ce que ces grilles ne créent pas de la stigmatisation. Si on fait dans tel ou tel établissement
que je ne citerai pas. Premièrement, combien il y a d'Arabes. Deuxièmement, combien il y a de musulmans. Troisièmement, combien il y a de personnes qui mangent de la viande halal. Et quatrièmement, combien il y en a qui viennent à l'aumônerie. Ce n'est pas pertinent. Parce qu'on ne peut pas suspecter, à partir de ces facteurs que je viens de dire, quelqu'un d'être un djihadiste. D'ailleurs, nous commençons le rapport par une note de vocabulaire sur le mot djihadiste. Vous savez que le djihad, dans le Coran, c'est le chemin de la perfection. Et le djihadisme, c'est devenu l'exact contraire. Une horreur. Bon, on le dit. Grille. Contre-discours. Nous préconisons les contre-discours, notamment sur Internet, mais aussi dans l'ensemble du champ social. Mais attention, si le contre-discours est porté par Monsieur le Préfet, j'ai un grand respect, nous avons tous, les 21, un immense respect pour le corps préfectoral, mais il est probable qu'une association serait plus efficace. Il est probable qu'un vrai repenti, je dis vrai repenti, qui a vécu la chose et qui est revenu, sera plus efficace dans le contre-discours. Enfin, il y a toute la logique de déradicalisation pour laquelle nous demandons un travail interministériel, mais surtout un travail avec les associations et avec les représentants du culte. Il est très important de travailler avec eux. Et je mets en garde parce que un certain nombre de gens, j'ai participé à beaucoup de colloques et nous avons entendu beaucoup de personnes dans la commission. Le mot déradicalisation ne doit pas être perçu comme un mot magique. Vous comprenez, il y a des conceptions fly-talks de la déradicalisation qui sont assez naïves et qui ne marchent pas. C'est-à-dire que vous avez tous, nous avons tous, des conceptions intimes, politiques, religieuses, philosophiques, etc., éthiques. Qu'est-ce qui va faire qu'on va penser le contraire ? Et croire que par un processus simple, simpliste, simplissime, on va tout d'un coup penser le contraire de ce qu'on pense, est une illusion. Donc on a besoin de psychologues, on a besoin de psychanalystes, on a besoin de gens qui travaillent dans la profondeur du champ. C'est le premier point. Deuxièmement, je vais être plus rapide sur les autres points, parce que nous avons souhaité accorder beaucoup d'importance à la prévention. L'organisation de la lutte antiterroriste. Nous demandons que les effectifs affectés au renseignement pénitentiaire soient multipliés par 3. C'est un minimum 13 fois 3 et atteignent 100. Alors, je fais une précision très importante pour nous. Il ne s'agit pas, il est impossible, de transformer les personnels pénitentiaires, les surveillants, en agents de renseignement. C'est pas ça. Si on fait ça, on est complètement à contre-emploi et ce n'est pas leur demande. Mais en revanche, il peut y avoir des personnes qui sont formées pour le renseignement, qui s'intéressent au champ pénitentiaire, puisque dans tous nos travaux, vous savez, on s'est demandé, c'est très important, quelle est la cause de la radicalisation ? Alors on a beaucoup réfléchi. Décrochage scolaire. En partie, mais on trouve des gens qui sont très diplômés et qui partent chez Daesh. Les quartiers difficiles, c'est vrai, et il y a beaucoup à faire contre le décrochage scolaire et pour les quartiers. Mais on va trouver cette personne dans un village qui n'a pas d'histoire, qui a été à l'école privée, religieuse, catholique, qui ne connaît personne dans son entourage qui a fait la radicalisation, mais qui, par Internet, est devenue radicalisée. Et cette personne-là, elle est contre les elle ne rentre dans aucun stéréotype. Par contre, il y a 2 facteurs dont on est sûr qu'ils contribuent à la déradicalisation, à la radicalisation, excusez-moi. C'est premièrement le fait pénitentiaire. Et deuxièmement, c'est la question d'Internet. Alors, nous pensons qu'il faut absolument faire des efforts sur le renseignement pénitentiaire, sans mélanger les genres. Nous voulons que l'UCLAT soit un organisme interministériel. L'UCLAT, c'est l'unité de coordination de la lutte antiterroriste. Interministériel sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. On peut développer, mais je ne développe pas. Autre question très importante.
La question de la DGSI, que tout le monde connaît, Direction générale de la sécurité intérieure, et du SCRT, Service central de renseignement territorial. Là, nous avons un gros problème. Et nous avons un gros problème dans ce pays. Il y a une réforme de la DGSI. Très bien. Mais le service d'information et de renseignement sur le terrain doit être revu. Premièrement, les moyens manquent. Deuxièmement, la répartition n'est pas la bonne. Troisièmement, il y a des problèmes, et nous le disons carrément, de lien entre la base et le sommet. Donc, il y a quelque chose que nous avons constaté, qui est peut-être aussi une des conclusions de l'affaire Mera, malheureusement, et qui est le fait que tout cela fonctionne de manière efficace. Et il y a là de très longs développements dans le rapport. Je ne développe pas. Ensuite, il y a, par rapport au renseignement, il y a 3 propositions importantes, surtout dans le contexte actuel. Donc ces propositions, je vais les citer précisément. C'est la 27, la 29 et la 30. La 27. Donner un fondement légal à la pratique existante de la réquisition administrative autorisant un service de renseignement à solliciter des informations auprès d'autres administrations ou entités parapubliques après consultation de la CNIL. Il s'agit de quelque chose qui n'est pas sous cette forme dans la loi, dans le projet de loi renseignement, auquel nous tenons pour l'efficacité des services, mais que nous assortissons de l'avis de la CNIL. Il y a la 29 qui est très précise, ouvrir l'accès des fichiers de police, entre parenthèses, fichiers des documents volés ou perdus d'Interpol et fichiers des personnes recherchées, et fichiers de justice, entre parenthèses, traitement des antécédents judiciaires, aux services de renseignement qui n'y ont pas accès actuellement, dans les conditions définies par la Commission nationale informatique et liberté. Et enfin, la 30e, ce n'est pas dans le projet de loi renseignement. La 30e, prévoir par la loi la possibilité pour les services de renseignement de mieux exploiter certains fichiers auxquels ils ont accès dès lors qu'il s'agit de recherches dont l'objectif est précis et limité à leur mission, ce qui exclut les croisements généralistes, et que cette évolution s'exerce dans les conditions définies par la CNIL. 2 remarques simplement là-dessus. Sur la dernière proposition, il s'agit de rester dans la tradition française des services de renseignement. On travaille sur des cibles, des objectifs définis. On ne fait donc pas ce qui existe dans d'autres pays amis dont a parlé Madame la Présidente tout à l'heure, c'est-à-dire des croisements systématiques de tous les fichiers. Autrement dit, on reste pour, comme l'a dit notre collègue Jean-Jacques Urvoas, dans la pêche au harpon et non dans la pêche au chalut. Bon, alors on peut développer, mais voilà. Bon. Deuxième remarque. Vous avez remarqué que dans ces 3 propositions, il est question de la CNIL. Alors c'est un débat. La Commission a retenu cela sous cette forme. Pourquoi ? Parce que nous sommes attachés à donner plus de moyens aux services de renseignement, mais nous sommes aussi attachés à ce que cela se passe dans le respect des libertés publiques, des données personnelles et de la vie privée. Ce qui veut dire que nous voulons plus de moyens pour les services dans le respect de ce sur quoi la CNIL doit légitimement veiller. On pourra en débattre. Nous avons écrit cela comme cela. Parce que la plus grande victoire des terroristes, ce serait peut-être de nous faire renoncer aussi à nos libertés, à toutes nos libertés ou à certaines d'entre elles. On peut développer beaucoup ce sujet. Il y a encore une proposition là-dessus dans ce deuxième point, et j'en aurai fini avec le deuxième point. C'est la proposition 28 qui permet au consulat, dans les mêmes conditions, d'interroger les services sociaux. Oui, la préoccupation, c'est que... Comment ? Monsieur Lecomte est tout à fait félicité, mais je ne vais pas citer, je prie mes collègues de m'en excuser, de qui vient chaque proposition, mais on pourra le dire. Donc l'idée, comme il y a la crainte que des gens qui sont en Syrie continuent à percevoir les allocations familiales, pour être très clair,
eh bien, on a reçu les organismes sociaux qui nous ont garanti que quand quelqu'un n'était plus là, il ne percevait plus. Et comme les consulats ont la faculté d'intervenir, bien. Voilà pour le deuxième point. Troisième point, contre le djihadisme médiatique. Alors, nous voulons un programme français de cryptage, notamment avec l'ANSSI, cryptage, décryptage. Parce que vous savez que la radicalisation, elle se fait par des forums Internet cryptés. Donc cryptage, décryptage, on est bon en France, on peut encore être meilleur. Nous voulons, alors là, j'ai besoin de l'affiche, parce que c'est ce truc, enfin non, cet organisme, cet office central, mais c'est l'Office central de lutte contre la criminologie liée aux technologies de l'information et de la communication, ce qui vous donne Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, c'est OCLCTIC. C'est donc imprononçable, mais enfin, ça fait partie de la République. Donc je ne le redirai pas. Donc on va dire c'est l'OLTIC. Toujours est-il que cet organisme compte 60 personnes, ce qui est trop peu. Nous demandons qu'il y ait 80 personnes de plus dans des délais rapprochés, dont 40 pour la plateforme Pharos. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'Internet, c'est la principale source de radicalisation, il faut qu'on lutte contre la radicalisation en ayant les moyens. Et la plateforme Pharos, c'est son rôle. Nous avons une proposition pour appliquer les sanctions pénales qui sont prévues dans la loi anticriminalité, non seulement aux sites et aux contenus qui aujourd'hui peuvent être supprimés. Il s'agit des contenus qui sont apologie du terrorisme. Mais seulement nous n'avons pas les moyens de poursuivre les copies. Donc on a prévu une incrimination pour les copies qui se reconstituent quelques secondes après. Nous avons aussi prévu des exceptions dans le cas des journalistes et des chercheurs. Bien, on peut développer. Nous voulons qu'il y ait une procédure normée pour dénoncer et pour signaler les sites contraires à la loi, que cela soit dans les mairies et qu'il y ait une grande campagne d'explication. La plupart des Français ne savent pas qu'ils peuvent le faire. Nous voulons qu'il y ait la généralisation d'un système qui s'appelle un clic, tel qu'on impose aux hébergeurs qu'en un clic puisse être dénoncé, signalé un message contraire à la loi. Nous voulons que les acteurs d'Internet entrent, ce qui supposera une nouvelle loi, d'ailleurs de nouveaux articles, dans la loi sur l'économie numérique. Nous voulons que tout prestataire, même étranger, subisse les sanctions qui s'appliquent aux Français. Nous voulons inciter les ordinateurs, les hébergeurs, les opérateurs, à proposer des sanctions graduées. Le temps nous presse. Et je fais le maximum. Et enfin, nous avons un long passage que vous lirez avec profit sur les cyberparadis, c'est important, qui sont l'équivalent des paradis fiscaux. J'en ai fini avec le point numéro 3. Le point numéro 4, je fais des efforts, c'est le financement. Nous parlons des données SWIFT, du cash transfert. Je vous ai dit que les effectifs de Tracfin, qui est le service de renseignement financier, les effectifs de Tracfin qui ont pour charge, alors ce n'est pas en personne, il y a des personnes qui accomplissent plusieurs missions, de lutter contre le financement du terrorisme, sont en nombre trop limité. Vraiment, demander le doublement, ça va être passé de 15 à 30. Je ne sais pas si vous voyez le sujet par rapport à l'ampleur du domaine. On demande aussi une meilleure coordination avec certains services du Trésor qui s'occupent aussi de cela. Alors, il y a plein de propositions, je ne développe pas, mais je cite, sur les cartes bancaires prépayées, sur le financement participatif, sur les titres de transport, de telle manière que si vous avez des titres de transport qui, dans une agence de voyage, sont payés en liquide, on puisse requérir l'identité des gens. On en arrive au point numéro 4, à la quatrième partie, c'est ça ? C'est tout ce qui concerne l'Union européenne et l'international. Finaliser les accords de Schengen. Harmoniser les visas court séjour.
Alors, il y a la question de la sortie du territoire et de la décision des parents. Avant, il existait une autorisation des parents pour qu'un mineur quitte le territoire. Cela a été remplacé par une OST, opposition des parents à la sortie du territoire. Cette opposition, bien des gens ne la connaissent pas. Donc nous voulons toute une campagne pour ce qu'en particulier lors des renouvellements de carte d'identité, de passeport, on informe les parents de cela. Et nous disons que nous voulons diagnostiquer le système de telle manière que s'il ne marchait pas, on puisse réfléchir à nouveau à rétablir l'autorisation de sortie du territoire. Nous voulons un système paraphe plus efficace quant au contrôle. Nous voulons développer l'accès aux fichiers d'Interpol, donner plus de moyens à la police de l'air et des frontières et des capacités d'intervenir à la porte des avions, créer un signalement combattant étranger dans le système de Schengen 6.2, créer, c'est très important, au plan européen, et ça rejoint une résolution votée par le Sénat, un corps de garde-frontières européen, puisque vous savez qu'il y a des grands trous, notamment en Grèce, Bulgarie, quant au transit entre la zone européenne et l'extra-européen. Mais je sais, mais je fais... Vous voyez bien, Madame la Présidente, ce que je fais, mais vraiment tout ce que je peux. Je ne vous parle pas de Frontex et de sa capacité que nous préconisons qu'elle puisse faire des inspections inopinées, et je ne vous parle pas non plus du grand sujet du PNR pour lequel nous sommes allés à Bruxelles. Je cite pour mémoire, et avant de finir cette partie, restons calmes, oui d'accord, je sais, mais je fais pour le mieux, qu'il est absolument indispensable, mes chers collègues et amis, que l'accord franco-turc de coopération en matière de sécurité intérieure, qui a été signé à Ankara le 7 octobre 2011, et là c'est dans le rapport et nous y tenons, signé à Ankara le 7 octobre 2011 sur la sécurité entre la Turquie et la France, cesse d'être en panne à l'Assemblée nationale, où il réside depuis le mois de novembre 2012. Enfin, et c'est la dernière partie, on arrive au port. La dernière partie, donc la partie précédente, ce n'était pas la quatrième, c'était la cinquième. La sixième et dernière, mais je fais mes efforts, vous le voyez bien, pour qu'il y ait un large débat. Alors, la sixième et dernière série de propositions porte sur la réponse pénale et carcérale. Nous demandons des formations dans tous les TGI de France au phénomène de la radicalisation et à son décryptage. Idem pour les assesseurs des tribunaux pour enfants. Nous demandons des circonstances aggravantes pour la mise en cause des stades, nouveau sigle, c'est-à-dire les systèmes de traitement automatisé des données. Nous voulons des échanges entre les autorités pénitentiaires et les représentants des cultes. Nous insistons beaucoup sur la nécessité de recruter des aumôniers, notamment des aumôniers pour l'islam, et nous insistons pour que ces aumôniers soient effectivement agréés, c'est-à-dire que la procédure d'agrément des préfectures est un contenu très élaboré. Nous demandons vous savez que pour les aumôniers, ce n'est pas le cas des imams, pour les aumôniers des prisons, des hôpitaux et de l'armée, il y a un statut et un agrément. Donc la République a beaucoup de moyens à cet égard. Et nous voulons qu'à terme, ils soient recrutés moyennant des assurances en matière de formation. Je dis à terme parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est important. Enfin, je termine par 3 points, 3 propositions qui sont essentielles pour nous. Je commence par la plus courte. Nous sommes partisans d'un fichier des personnes condamnées pour actes de terrorisme. La question s'était posée de savoir si ce fichier était le même que celui des délinquants sexuels. Nous avons pris position pour un fichier différent. Deuxièmement, nous avons des propositions très précises quant à la sortie de prison des personnes qui ont été condamnées pour terrorisme. Préparation dans les 6 mois qui précèdent
et surtout ne pas laisser sortir dans la nature sans accompagnement, d'où les pipes, etc. Et enfin, la dernière proposition. Vous savez qu'il y a eu un débat sur les prisons. Nous avons reçu les représentants de la prison de Fresnes et nous sommes allés à Fleury-Mérogis. Question, personnes radicalisées. Est-ce qu'il faut toutes les concentrer ou est-ce qu'il faut les disperser? Notre réponse. Si on les disperse, on développe la radicalisation. Si on les concentre et qu'on a 30 ou 40 personnes radicalisées mises ensemble, je vous dis ce que nous ont dit les surveillants de la prison de Fleury-Mérogis, les syndicats tous réunis. Ça va faire des cocottes minutes. On aura beaucoup de mal à gérer cette situation. Et donc, nous nous disons, 1, encellulement individuel, 2, regrouper ces personnes par unité de 10 ou 15, c'est-à-dire pour que l'on puisse agir de manière efficace sans avoir des terreaux de surradicalisation. Bon, il y aurait beaucoup à dire. Je termine tout à fait par la dernière phrase. Oui, on arrive. Hein. Bon, ça, tout finit par arriver. Mais vous allez passer quand même du temps avec ce bouquin que nous avons fait au service de la République. Et nous nous sommes réunis sur ces 110 propositions au service de la République. Et les 3 personnes, Eliane Assassi, Jean-Yves Lecomte, Nathalie Goulet, André Richard, qui ont fait des contributions complémentaires, c'était aussi au service de la République pour que l'on sache l'ensemble du sujet. Et c'est bien normal. On a voulu comme ça. Je vais vous dire. Vous savez, il y a quelqu'un à qui on avait dit l'éducation, ça coûte cher, qui a répondu essayez l'ignorance. On nous dira, parce que le renseignement pénitentiaire, Tracfin, le SCRP, etc., combien ça coûte? Il y a là des dépenses pour l'État. Simplement, nous revendiquons, nous proposons cela à la République, en complément de ce qui a été fait, et de ce qui a été bien fait, mais en complément de ce qui a été fait utilement. Nous le proposons parce que nous sommes persuadés que le fléau est là, que le mal est là, que la situation s'aggrave, elle est difficile, et que par conséquent, si l'on ne retient pas nos préconisations ou l'orientation de ce rapport, eh bien ça coûtera plus cher. Et mes chers collègues et amis, et chers auditeurs et chers journalistes, ça coûtera plus cher non seulement en argent. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur, de ce bref exposé. Je voulais en quelques mots vous retenir encore avant de vous laisser poser les questions, parce que nous souhaitions, André Richard et moi, vous dire un mot des contributions divergentes. Eliane Assassi a dû partir, nous lui avons proposé aussi la parole. Pardon ? Yves Lecomte aussi, s'il veut dire un mot sur sa contribution divergente. Il se trouve que nous sommes un certain nombre à avoir insisté sur un certain nombre de sujets, dont la prévention. Vous trouverez énormément d'amendements, notamment Esther Benbassa, Barry Zakiari, moi-même. Nous avons déposé beaucoup d'amendements sur la prévention qui n'ont pas été retenus au motif que la prévention ne figurait pas dans les moyens de lutte. Je ne partage pas cette position et vous le verrez au rapport. Esther Benbassa non plus. Nous sommes nombreux à considérer que la prévention constitue précisément la première arme de lutte contre le terrorisme. Le deuxième point était une difficulté relative aussi à l'organisation du Conseil français du culte musulman. Nous considérons que ce rapport aurait pu être l'occasion de débattre de cette organisation, car c'est quand même vraisemblablement la seule organisation en France dont le corps électoral se mesure au mètre carré. C'est quand même une chose assez extravagante et assez anormale en réalité. Nous avons aussi évoqué le problème des prêches en français, parce que ça pose des difficultés qu'on aurait voulu débattre de cette question, de même que les statistiques ethniques. Esther Benbassa l'a soulevé avec Jean-René Le Cerf dans un dossier, dans un rapport dans cette maison. Nous aurions aussi souhaité pouvoir ouvrir un débat paisible
sur cette question, sans forcément la trancher, mais dans la société tellement exacerbée qu'est la nôtre aujourd'hui, c'est difficile aussi de poser ces questions. Et évidemment, le problème du périmètre de la loi informatique et liberté, ce sont les points divergents. Si vous le permettez, je vais vous laisser la parole s'il y a des questions à poser. Oui, je voulais faire une précision. Sur le premier point que tu as abordé, je plaide que la prévention est sans doute la chose la plus utile à faire pour lutter contre la radicalisation. Simplement, comme il y avait des propositions faites dans de très nombreux domaines, décrochage scolaire, quartier, etc., il était très difficile de faire un rapport sur les maux de la société, quoi, en quelque sorte, parce que dans ce cas-là, on partait dans beaucoup de directions. Mais je respecte tout à fait ce qui a été présenté. Je dis simplement que pour moi, la principale chose à faire, c'est la prévention. Ça n'enlève rien à tout le reste. Mais si on renonce à la prévention, naturellement, on a évidemment très tort.